Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Avec lui, en sa qualité d'observateur averti des questions sécuritaires et de défense en Afrique, notamment au Sahel, nous allons analyser les liens de l'économie informelle dans le financement du terrorisme et sur les moyens d'y mettre un terme. Abdelkader Soufi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour, c'est moi, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour nous. Alors, Abdelkader Soufi, les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger témoignent de décennies d'échecs au niveau national, régional et continental à lutter contre les causes de la criminalité transnationale et de l'extrémisme, aussi, disons les choses, du terrorisme et du djihadisme. Alors, le retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pour créer leur propre alliance des États du Sahel, avait pour première préoccupation d'asseoir justement le contrôle sur leur territoire. L'Union africaine est particulièrement bien placée pour mettre en place une réponse coordonnée. Cependant, ces efforts sont entravés par sa réticence à agir lorsque les États violent, selon elle, les normes de gouvernance, ainsi que par un retard de plus de 10 ans dans le déploiement des forces antiterroristes au Sahel. Alors, comment peut-on expliquer la dégradation sécuritaire au Sahel ces dernières années, la prolifération d'organisations terroristes et criminelles et leur lien avec le développement de l'économie informelle, notamment autour des exploitations minières? Et puis, après la Libye, la Syrie et l'Irak, l'Ukraine peut-elle devenir une autre source d'armes illégales au Sahel, notamment avec les informations et la déclaration hier du gouvernement soudanais qui dit qu'il avait mis la main sur des combattants ukrainiens venus justement participer à tout ce magma terroriste dans leur pays. Et aujourd'hui aussi, le chef de la diplomatie malienne a fait la même déclaration en pointant justement le danger et les responsabilités du gouvernement ukrainien qui permet ce genre de déploiement de combattants. En fait, beaucoup de paramètres expliquent justement cette situation économique dans la région sahélo-saharienne. D'abord, il faut se dire que les pénuries de nourriture et d'eau sont fréquentes en raison de beaucoup de choses, notamment de la corruption gouvernementale très élevée et des climats ou du climat semi-aride. Cette situation est aggravée justement par des taux de natalité très élevés dans cette région, Mhm. ce qui fait que la croissance démographique est un autre phénomène qui s'ajoute justement à la crise que connaît cette région. Là, ceci a pu alimenter des violences et des conflits qui sont euh, les principaux causes ou les principales causes des besoins humanitaires dans cette région sahélo-saharienne. Mhm. Donc, entre l'instabilité engendrée par les coups d'État militaires, comme vous l'avez si bien dit, et les conflits provoqués par les groupes armés non étatiques, la population est confrontée à différentes difficultés entre subvenir à un besoin naturel urgent et subvenir à sa famille, être dans l'attentisme de ce que peut ramener un pouvoir incapable justement de, euh, de répondre aux doléances et aux besoins des populations, incapable de sécuriser le territoire et incapable de sécuriser les frontières. Par conséquent, cette région du Sahara et sahélo-saharienne qui est vaste, très vaste et ouverte. Donc, est un autre passoire pour le terrorisme et aussi un autre terrain propice pour les seigneurs de la guerre. D'accord. Alors, Abdelkader Soufi,
Avant, enfin, l'état enfin, la présence de groupes terroristes, la prolifération de la criminalité transnationale dans cette région-là, l'Algérie, qui a vécu la décennie noire de terrorisme, l'avait dénoncé dans son temps, c'est-à-dire depuis 1974 ou 75, 94 et 95, pardon, le gouvernement algérien avait pointé ça. Mais est-ce que vous pensez pas que depuis l'intervention de l'OTAN sous instigation française, sous le pouvoir de Nicolas Sarkozy, qui vient d'être d'ailleurs condamné à 5 ans de prison sur l'affaire libyenne, est-ce que ce n'est pas ça qui a justement mis le feu aux poudres parce que toutes les tonnes d'armes en réalité qui ont été larguées par ces puissances occidentales, en réalité actuellement, elles se trouvent éparpillées partout dans le Sahel. Vous me tendez la perche, mais retenez ce que je disais par rapport aux seigneurs de la guerre. Mhm, En fait, l'Algérie a vécu le terrorisme toute seule. Et elle a très bien, très vite compris que ce fléau était mondial, qui n'était en aucun cas national ou local. mhm. Et juste après, nous avons vu que pour des raisons ou d'autres, en voulant intervenir dans cet ordre mondial pour des raisons humanitaires, on a créé des zones de De, terrorisme. On a créé et de nom d'Arwa. pratiquement, bien sûr, on l'a fait en Irak, on l'a fait en Libye, au Soudan, au Yémen, et j'en passe. Et Mhm, maintenant dans la région sahélo-saharienne. mhm, Mais au fait, donc quand vous regardez le mode d'emploi, c'est le même. Ça veut dire que nous sommes dans un ordre mondial qui prend le chaos. Et ce chaos, il est plutôt euh, généré ou géré par une superposition de puissances, mais comme si nous étions dans un gouvernement mondial qui dirige, sauf que ce gouvernement mondial échappe même aux États occidentaux. C'est parce que le pouvoir décisionnel et central n'est plus national, mais il est paranational. Donc ce sont les plus grandes sociétés, des figures humaines, ce qu'on appelle, ce que j'ai. Donc, c'est eux qui détiennent les rênes et qui poussent justement à créer ce chaos un peu partout pour garder cette domination sur les pays. Quand vous voyez, par exemple, un terroriste, soi-disant, quelqu'un qui se soulève, quel est le moyen avec lequel il peut le faire, si ce n'est ces seigneurs de la guerre qui gèrent, qui donnent le mode d'emploi, qui alimentent en finance, en matière de finance, et qui ramènent de l'argent en plus. Vous l'avez si bien dit, donc le crime organisé, il s'organise autour. mhm. Donc d'abord de la gestion des drogues douces et dures et de l'acheminement des armes. Vous savez, par exemple, quand on parle de l'Ukraine, des sommes colossales ont été acheminées vers l'Ukraine Absolument. et des armes incroyables. Et, C'est-à-dire que et- nous et avions à actuellement, armer. il y a des rapports qui disent que, je crois que même c'est l'ONU même, que au moins une affaire d'une 40 jusqu'à 50% de ces armes n'ont jamais servi Mais dans justement, le. Algérie n'ont pas servi, mais c'est parce qu'ils n'ont jamais atteint leur destination. Ouais, absolument, oui. C'est ce que je voulais dire. Et vous savez, quand vous revenez à des rapports, des guerres comme celle de l'Ukraine, comme celle avant de l'Irak ou de la Syrie, ont permis de détourner des sommes d'argent, donc qui étaient contrôlées par les gouvernements et on ne sait plus où est-ce qu'elles sont. Parce que l'arme, c'est un produit consommable qu'on ne peut pas après dire, voilà, on a tiré tel ou tel missile, on a utilisé tel ou tel avion, on a utilisé telle quantité de kérosène ou on a utilisé tel nombre d'armes et qui ont été perdues sur le front. Donc tout cela, c'est un argent qui est injecté, mais qu'on ne peut pas après savoir où est-ce qu'il est passé. Donc, la guerre de l'Ukraine, c'est une aubaine pour les seigneurs de la guerre, tout comme cela fut pour la Libye.
et comme l'est aujourd'hui pour le Soudan, et comme ça peut l'être aussi dans Palestine, puisque vous voyez aussi le nombre d'armes qui sont et ce financement. Je vois que, par exemple, je peux donner un exemple, l'argent euh, euh, russe qui est bloqué dans les banques européennes. Je peux vous dire que plus de 40 milliards de dollars ont été dérobés en France sur 75 milliards, je pense, si ma mémoire est bonne, Mhm, et personne ne peut tracer où est passé cet argent. mhm, Donc, et pourtant, cet argent, on sait qu'il est placé, qu'il est bloqué, qu'il doit rester là. Ça mhm. veut dire, à un moment ou à l'autre, l'État russe doit ou peut réclamer son argent. Juste pour continuer, la prolifération illicite des armes compromet les possibilités de dialogue, entraînant des violences intercommunautaires prolongées et des crises entre agriculteurs et éleveurs. L'accumulation des armes aussi incite les populations à fuir. Et c'est dans ce cadre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime qu'environ 5 millions de personnes ont été déplacées et que 33 millions d'autres ont besoin d'aide humanitaire. Toutes sont vulnérables au travail forcé, à l'exploitation sexuelle et à la traite des êtres humains. Alors, Abdelkader Soufi, pouvez-vous nous en dire un peu plus justement sur cette situation qui en réalité émerge du sous-développement pour une grande partie imposée par les puissances occidentales aux pays africains. Notamment, pourquoi cette situation perdure-t-elle encore? Et puis, l'accumulation des armes pour différentes raisons n'est-il pas in fine due aux faibles capacités des États à assurer le développement, l'éducation et la sécurité? Bon, écoutez, bon, selon l'indice mondial du terrorisme en 2024, le Burkina Faso, le Mali, par exemple, et le Niger font partie des 10 pays les plus touchés par le terrorisme dans le monde. Dans le monde, oui. Et donc, et ces trois pays ont connu donc des coups d'État militaires entre 2020 et 2023. Mais ce n'est pas que ça, la raison. C'est comme vous l'avez si bien dit, il y a, il y a des causes aussi en, euh, qui ont précédé pour arriver à cela. Ce sont Mhm, des pays qui étaient colonisés par la France, donc dans mhm, le cas de la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et mhm, ces pays-là ont été obligés et contraints de signer des accords coloniaux. Et ces accords coloniaux ont été fatals à ces États parce que 90% de leurs ressources et des contrats étaient entre les mains des sociétés françaises et de l'État français. Que mhm, pouvaient faire justement ces États pour assurer une politique euh, globale ou pour mettre une politique qui permet le développement et le retour à une situation normale? C'était pratiquement impossible, ce qui a poussé certains chefs d'État à la corruption et céder justement à un fait établi. Tout cela a engendré un coup d'État sur un coup d'État, mais les gens, donc les politiques, à la base, on va dire les énergies, se sont libérées. Elles ont pris la forme de ce qui les a libérées. Donc, je le disais, la pauvreté, le besoin, tout ça, et l'instinct de survie a poussé, qui a fait que les communautés se sont fait la guerre. Elles se sont entretuées. mhm, Et on a laissé faire quelque part, l'Occident a laissé faire, parce que ça a arrangé les affaires. Entre autres, ceux qui ne se sont pas entretués sont devenus des cibles pour les groupes extrêmes du terrorisme ou du crime organisé. Donc l'exploitation des mines d'une façon illicite a permis justement aux grandes sociétés d'en tirer bénéfice et sans passer par les États. Autant d'éléments qu'on peut citer pour décrire une situation où les Africains ont été poussés, bon gré mal gré eux, à opter pour, j'allais dire, des choix de survie plus que des choix mûrement réfléchis. mhm, Euh, l'être humain il a l'instinct de survie
et il a la faculté de vivre. Donc, quand il n'est pas euh, poussé donc, dans des situations où le choix est immédiat pour pouvoir prendre une décision fatale. Mhm. Donc, il est obligé d'opter pour ce qui se présente. Le choix était ou le crime organisé ou le terrorisme. Il n'y avait pas une troisième possibilité ou une troisième issue. Cependant, en temps normal, Mhm. il pourrait toujours faire de l'entrepreneuriat quand il a cette stabilité de l'État, cette sécurité et la possibilité maintenant que ce soit de trouver un emploi euh, étatique ou faire donc une entreprise personnelle qui lui permet de gagner de l'argent et subvenir aux besoins. Alors, ni l'un ni l'autre n'était possible. Toute alternative a été effacée devant la montée en force, justement, de la pauvreté, de l'insécurité, devant l'avènement des groupes terroristes mafieux armés jusqu'aux dents. Pour certains groupes terroristes, étaient beaucoup plus puissants que les armées régulières de l'État. Mhm. Et là, la seule issue, j'allais dire, pour les énergies à la base, donc pour les citoyens, pour subvenir aux besoins de leur famille, pour les nourrir, mais aussi pour sauvegarder leur peau et vivre, était de choisir un clan auquel ils vont appartenir. Mais là, le choix n'est pas, j'allais dire, comme je le disais, mûrement réfléchi, mais c'était un choix D'instinct de le survie. meilleur entre les pires. Voilà, Bien sûr. instinct, le meilleur entre les pires. Voilà. D'accord. Alors, pour la question des jeunes, alors les jeunes déçus, c'est les rapports qui le disent d'ailleurs, déçus par les crises économiques, de gouvernance et de sécurité dans la région, se sont tournés vers la toxicomanie. Il y a beaucoup de drogués, des drogues bon marché comme le tramadol et d'autres de synthèse créent une dépendance et facilitent donc le recrutement justement dans les réseaux criminels. Et dans ce contexte, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ce qu'on appelle l'AQMI, qui a fait quand même date en Algérie justement, affilié au GISM, qui est le groupe islamique de soutien aux musulmans du Sahel, taxe même les circuits de trafic de drogue pour financer ses activités. Alors, il y a quand même une question ici. Alors, comment expliquez-vous cette connexion entre les mouvements djihadistes qui normalement, s'ils sont djihadistes, c'est parce qu'ils ont quand même une certaine conception idéologique, islamique en l'occurrence, et les réseaux de trafic de drogue et d'armes. Donc, et puis, qui profitent donc, in fine, de leurs activités juteuses. Parce que, comme vous le disiez au début, quand on regarde comment les flux financiers circulent, on se demande, mais qui blanchit quoi? Par quel circuit de blanchiment d'argent? Et là, on ne peut pas ne pas pointer le doigt au grand capital international, c'est-à-dire les banques. Écoutez, vous Oui? savez, le lexique, il est très important, hein. Le lexique est très important Mhm. et j'aimerais bien que vous prêtez attention. Moi, D'accord. je n'ai rien contre l'expression le djihadisme. Mhm. Sauf que la même personne, dans le jargon occidental, on va appeler la personne X quand elle Oui, opère, oui, donc dans la région sahélo-saharienne ou dans les pays musulmans, on l'appelle djihadiste. Mais si cette personne va agir en Ukraine ou en ou en Syrie, Europe. on va appeler le résistant. Oui, Si elle opère dans le croissant chrétien, donc ou en Europe, on va l'appeler un terroriste. oui, Attention, c'est très important. Maintenant, ces mêmes groupes, vous pensez que ce sont des groupes indépendants? Où est-ce qu'ils ramènent leur argent s'il n'y absolument. a pas des réseaux mondiaux et internationaux? Vous avez parlé de certains et vous avez peut-être omis d'autres comme le JNIM, comme le MUJAO. Et tout cela, donc, utilise le même mode opératoire. Mhm. Et ce même mode opératoire, donc, pour le financement, donc les drogues, c'est eux qui ont la même mise. Et c'est à travers les services secrets de certains pays. Qui est le plus grand pays producteur de drogue dans la région du sous-continent?
le Mhm, Maroc. Le mhm, Maroc, il fait plus de 23 milliards de dollars en matière de drogue douce. Donc, il est passé dans la production aussi de la production de drogue douce naturelle à des OGM. Donc, c'est un produit qu'ils ont importé du Mexique et de l'Amérique latine et qui fait que l'hectare produit 5 fois plus. De cela, s'est ajouté une autre forme de production qui est l'héroïne et la cocaïne. Maintenant, on ne l'importe plus de l'Amérique latine à travers le golfe de Guinée, mais elle est produite là. Il y a des usines qui ont été installées pour produire des médicaments, comme vous l'avez dit, comme la, euh, euh, toute cette drogue en forme de comprimé, qui est et qui est-ce qui en tire profit? Et qui est-ce qui fait que... Donc cela a permis à un réseau qui est installé et qui fait que le réseau, moi je l'appelle franco-sioniste, donc entre la France, Israël, et qui utilise comme vassalité euh, euh, le Maroc et les Émirats arabes unis, donc c'est un réseau, et ce réseau a une mainmise sur donc les populations en leur vendant des drogues, les rendant débiles quelque part et dépendants de ce produit. Et en conséquent aussi, n'avoir aucun avenir. Donc, ils sont plus facilement enrôlables dans les groupes terroristes qui ont forme sont, comme vous l'avez dit, des djihadistes, mais qu'en réalité, ce sont des mercenaires au mhm. profit de ces réseaux-là. Et ces réseaux, donc, maintiennent le chaos et le statu quo dans la région sahélo-saharienne, interdisent aux États d'évoluer et d'évaluer la situation pour pouvoir mettre en place j'allais dire, une stratégie pour sortir de la situation. Vous savez, l'Algérie avait proposé à, donc au Mali, aux pays voisins, et elle l'a fait, des zones de libre-échange. Et elle a proposé des solutions pacifiques parce que les gens ont besoin de concorde civile. Et on a besoin du peuple parce que, vous savez, je ne le dirai jamais assez, les piliers d'un État, c'est le territoire, c'est la population et c'est le pouvoir en place. Mais ce pouvoir, il est issu de la population, n'est-ce pas? Mhm. Et donc, on ne peut pas opprimer ou éliminer la population dont les politiques ou ne pas répondre à ses besoins plutôt euh, que faire autre chose. Maintenant, ces groupes terroristes, effectivement, il y a un réseau et je pense que vous le savez, Monsieur Kemel, beaucoup d'Africains aujourd'hui le savent. Ceux qui sont sur le terrain savent que ce sont des groupes manipulés et qui ont pris Et la forme et la position tout le monde de se l'islam. souvient d'ailleurs, tout le monde se souvient justement de la déclaration de Fabius, Laurent Fabius, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères de France, qui disait que les gens d'Al-Qaïda, justement, faisaient du bon boulot. Ils font du bon boulot en Syrie. Et ce sont les mêmes qui, soi-disant, justifiaient l'intervention de la France, d'abord dans le cadre de l'opération Serval au Sahel, et puis Barkhane. Donc, Ben, aussi récemment, ceux qui osaient s'attaquer à Israël, donc la question a fait que des groupes terroristes se sont soulevés contre ces États-là pour dire que l'enjeu est mondial. Il dépasse de loin cette question de pauvreté ou d'une région. Ce qui se passe en absolument. Ukraine, ce qui se passe maintenant en Syrie et ce qui se passe en Palestine, au Soudan, c'est vous savez, l'Occident entend maintenir cet ordre mondial préétabli depuis 1945, mais le comportement d'aujourd'hui, c'est un comportement impérial. Vous avez vu comment Donald Trump ou les États-Unis maintenant font même avec leurs alliés ou ailleurs, on veut éliminer toute force régionale
susceptibles d'apparaître ou de monter, tels qu'aujourd'hui la Russie en Europe, la Chine en Asie, l'Algérie en Afrique, pour ne citer que cela. Donc, vous avez vu comment euh, l'exercice a été mis en place depuis l'avènement de Condoleezza Rice. Je vous rappelle le Grand Moyen-Orient ou le Mhm. Nouveau Moyen-Orient. Et, et ce nouveau Moyen-Orient, donc, touche le plus grand continent, l'Eurasie, et, il le partage depuis le Caucase, en passant par l'Asie mineure, le Moyen-Orient et la région, le sous-continent africain, Mhm. pour justement avoir une mainmise et interdire tout rapprochement entre l'Asie et l'Europe, ou l'Afrique, l'Asie, ou l'Afrique, l'Europe, et seule la domination ici de la plus grande puissance hégémonique qui doit dicter ce qu'il y a lieu de faire. D'accord. Alors, une dernière question, Abdelkader Sofi. À votre avis, donc, quelles seraient les politiques à mettre sur le plan régional et continental pour juguler ces phénomènes justement de drogue, de terrorisme, et puis une coopération régionale et internationale, notamment avec les nouveaux pays émergents, est-elle souhaitable dans ce cas-là? Oui, elle est très souhaitable. Moi, Du moins pour permettre à ces pays-là d'avoir les moyens de leur développement et, pour donner de l'espoir à leurs jeunes. vous savez, elle est très souhaitable et je vais vous le dire sincèrement, c'est quelque chose que euh, je dis parce que je suis sincèrement sûr que l'approche telle que ça a été prôné par l'Algérie est la meilleure. Et pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des puissances émergentes et qui veulent faire quelque chose en Afrique, qui veulent aider l'Afrique, la région, euh, contre justement cette dictature mondiale. Mais peut-être que l'approche est différente parce que je dis que des fois, ce sont les éléments qu'on a entre les mains qui nous permettent de mettre en place une stratégie. On ne compose qu'avec les cartes qu'on a entre les mains. L'Algérie qui a connu le terrorisme, qui a vaincu le terrorisme mondial, donc sait comment faire. Vous savez, il y a un adage qui dit, celui qui a vu tout se vider, c'est presque de quoi tout se remplit. Et il y a des forces émergentes qui ont des politiques, qui ont une bonne foi de vouloir aider. Je pensais à la Chine, peut-être la Turquie, la Russie aussi, qui est très présente et qui veut aider les pays africains. Mais je crois que l'Algérie est la mieux placée et cette approche algérienne, elle permet non seulement d'éradiquer le terrorisme, mais de bloquer le crime organisé. Pourquoi? Mhm. Parce que d'abord, il faudrait qu'il y ait une adhésion autour d'une politique, autour d'une stratégie. Et cette adhésion, il faudrait qu'on élimine les barrières et on élimine les éléments de la discorde. Donc, d'abord, la bonne gouvernance et être à l'écoute de la population et faire le distinguo entre une revendication nationale et un groupe terroriste. C'est très important. Alors, ne pas négocier avec les terroristes, ne pas donner la rançon, échanger les informations, maintenir une situation sur le terrain de contrôle des frontières et donc mettre en place un dispositif global des pays du terrain Mhm. et des pays justement susceptibles de ramener ce plus sur Mhm. le plan sécuritaire. Et donc, ce consensus seul est capable d'aider les pays africains. Mais chacun, si chacun agit seul et à sa façon, et des fois rentre en opposition, conflictualité, cela risque de garder le statut tel qu'il est et ça n'en profite à personne, ni aux pays
toucher ni aux pays qui veulent aider, mais plus à ceux qui en tirent profit. Donc, des fois, on a vu que des pays amis et des pays qui sont liés par des accords stratégiques et qui ont les mêmes visions, mais qui n'ont pas le mode opératoire. Et cela s'est traduit par des échecs sur le terrain. Absolument, absolument. C'est pourquoi moi je dis qu'il est préférable de se réunir autour d'une table et de dire les choses telles qu'elles sont, pourquoi vous voulez agir comme ça et pourquoi vous n'agissez pas comme ça. Regardez, la France a utilisé des opérations militaires, Licorne, Sabre, Serval, Barkhane, l'outil européen, et j'en passe, le G5+, aucun n'a pu vaincre le terrorisme. Et Mhm. pourtant, l'Algérie, à elle toute seule, a su gagner le terrain et gagner j'allais dire, euh, son challenge en vainquant le terrorisme et en permettant à la population donc se réconcilier D'accord, entre elles et monter maintenant. Le cas est possible dans les pays africains. Parce que qu'est-ce qui pose problème? Vous savez, ces pays donc, que nous avions cités de l'AES, ce sont des pays très très riches. Ils ont le soleil, ils ont de l'énergie renouvelable, ils ont, euh, j'allais dire, ils ont plus de 13,9 milliards de kilowatts. Et pourtant, cette région-là n'en tire pas profit. C'est une région qui est très riche en pétrole, en gaz, en or, en uranium, en cobalt, et Mhm. je ne cesserai pas de citer ces richesses. Et et ce sont les États les plus pauvres du monde. Bien sûr. Vous avez vu la CEDEAO, qui est une région aussi qui, sur le plan théoriquement économique et échange commercial, c'est une réussite en Afrique. Et c'est vraiment un modèle de réussite. Sauf que ça n'en profite pas au pays, ça en profite plus à la Banque centrale française, qui a mis en place un Absolument. dispositif du franc D'accord, CFA. Et d'accord. donc, ce sont ces problèmes auxquels il faut s'attaquer en commun. Absolument. Voilà. D'accord. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Abdelkader Sofi, je vous remercie pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir et à très bientôt dans une autre occasion. Merci à vous.